Chers auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Alors, ce soir, à la barre de cette émission, Gérard Vaudan, accompagné de l'inénarrable Eugène Crampon. Bonsoir Eugène. Bonsoir Gérard. Et ce soir, chers auditeurs, nous avons la chance, le privilège et l'honneur de recevoir Pierre Hillard. Pierre Hillard, bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, l'historique, très rapidement, Bertelsmann a été créé à l'origine par un certain Bertelsmann, un Allemand, donc en 1835. C'était vraiment une petite imprimerie, mais vraiment d'amateur, si je puis dire. Et puis, au fil des décennies, la chose s'est développée et c'est devenu un empire de l'imprimerie, des médias. À titre indicatif, durant la Seconde Guerre mondiale, c'était les imprimeries Bertelsmann qui imprimaient tout pour la Wehrmacht. Tous les revues, c'était le grand imprimeur au service du nazisme. Ça, ce côté-là, ils ont collaboré avec tonton Adolphe, il n'y a pas photo. Bon, bref, c'est comme ça. Avec qui on peut. Voilà, oui, mais bon, l'un des descendants donc a abandonné, c'est son petit-fils qui a pris la suite, donc Reinhard, je crois que c'est Reinhard Mohn. Alors il s'appelle Mohn, en fait, il est descendant de Bertelsmann par les femmes. La branche masculine est éteinte. Bon, bref, peu importe. Et l'empire Bertelsmann, c'est deux choses. Premièrement, c'est un empire des médias. Alors quand je dis médias, à l'échelle planétaire. Vous regardez, vous écoutez RTL, télévision, radio, le patron c'est Bertelsmann. La revue Géo, bonne revue, c'est Bertelsmann. Vous avez votre copine qui va chez le coiffeur, qui lit femme. Vous m'avez fait peur l'espace d'un instant. Bref. Là, je n'ai pas saisi. Enfin, bref, vous me direz ça après. Donc les demoiselles ou peu importe qui lisent Femme actuelle chez le coiffeur, c'est Bertelsmann. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en fait, ces revues-là s'adressent à toutes les origines, le côté un peu entre guillemets intello, géo, et puis pour ceux qui voient ça d'une manière assez légère, la revue Femme Actuelle, ça se lit facilement, ou VSD, mais c'est pour s'attaquer à toutes les couches de la société, peu importe le niveau d'études, etc. La première maison d'édition américaine, Random House, c'est Bertelsmann, et Random House, maison d'édition américaine dirigée par Bertelsmann, a édité les bouquins de Barack Obama. Donc vous voyez comme les connexions se mettent en place. Bon, la chaîne de télévision M6, le patron, c'est Bertelsmann. Bon, pour vous dire qu'on est concerné au premier chef. Donc c'est un empire des médias. Colossal, ultra puissant. Et je ne vous parle pas de toutes les revues, radios, télévisions qui dirigent en Europe centrale, en Russie, bon bref. Méridien Zéro, ça pourrait les intéresser? À mon avis, j'ai des doutes. Mais enfin. On sait jamais, et Eugène. Vous savez, pour la France 15, je pense, je crois le truc est en train d'être vendu par Bertelsmann, France Loisirs. Oui. Bertelsmann. Ah bah dites donc. Mais c'est en train d'être vendu, ils sont en train de vendre ça, mais jusqu'en 2010, France Loisirs, et le patron c'est Bertelsmann. Pour vous dire que ça touche la vie de tous les jours, que les auditeurs comprennent qu'ils ne sont pas sur notre planète. Bon. Donc, c'est un empire des médias. Deuxième point pour Bertelsmann, et là c'est plus récent, 1977, c'est la création de la Fondation Bertelsmann, le think tank, comme on disait les Allemands, la Denkfabrik, littéralement la fabrique à penser. Et cette Fondation Bertelsmann, irriguée par la superpuissance financière médiatique, l'un appuie l'autre, vous allez voir comment, cette Fondation Bertelsmann s'occupe de 3 points. Construction européenne, partenariat transatlantique et relations avec les pays musulmans et Israël. Et entre autres, il est spécifié la volonté, alors je dis bien pas de coopérer, d'intégrer les pays sud-méditerranéens, donc Maroc, Algérie, Tunisie, etc., à un bloc euro-atlantique unifié. Vous retrouvez cette formule et le verbe intégrer, je dis bien intégrer, pas coopérer, dans les documents de la Commission européenne, qui sont sur le site de la Commission européenne, les documents des années 2003-2004, qui disent que tous les pays, ça s'appelle la PEV, PEV pour Politique Européenne de Voisinage, il est dit qu'il faut intégrer politiquement, économiquement, culturellement tous ces pays sud-méditerranéens à un axe euro-atlantique. Et lorsque vous avez eu un document qui était signé entre Schröder et Bush le 27 février 2004, ce document s'intitulait
alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, vous n'avez pas eu un mot dans la presse française, c'était la une du Herald Tribune que j'ai conservé à titre d'exemple. Il est dit à un moment donné, dans cette alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, qu'il faut rattacher les pays du Proche et Moyen-Orient à cet axe euro-atlantique. Bon. Et la Fondation Bertelsmann s'active à rattacher donc tous ces pays sud-méditerranéens à cet axe euro-atlantique. Mais, alors, ça se fait pour les pays musulmans dans le cadre de ce qu'on appelle les discussions de Kronberg. Mais il y a Israël. Et vous avez au sein de la Fondation Bertelsmann une branche qui s'appelle le dialogue germano-juif, qui dit, et je cite des textes officiels, qu'il faut créer 3 piliers du judaïsme. Il y a une communauté juive nord-américaine, un pilier, une communauté juive en Europe, 2e pilier, Israël représente le 3e pilier. Et que ces 3 piliers doivent constituer cette immense architecture euro-américano orientale, proche-orientale, donc on a un seul bloc politique économique, et ils disent, mais le problème c'est que vous avez les musulmans qui ne rentrent pas dans cette philosophie mondialiste en raison de l'islam, qui est pour eux rétrograde. Alors donc là, il faut changer l'islam. Vous êtes quand même en train de nous dire là que l'islam serait un rempart au mondialisme. Alors, je suis... Ça interpelle, je dirais. Je pense, oui, mais je vais essayer de vous satisfaire avec mes explications. Voyez-vous, je suis catholique convaincu. Jamais je vais me convertir à l'islam, ça sûrement pas. Je suis catholique convaincu. Il n'empêche, je constate que il y a encore dans les sociétés musulmanes des valeurs classiques dans la vie de tous les jours. Et le meilleur exemple, d'ailleurs je le cite souvent lors de conférences, le meilleur exemple que je puisse citer, aller organiser une Gay Pride dans un pays musulman. Il y en a qui ont essayé. Ça n'a pas duré. Ça a été vite. Bon, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans les sociétés musulmanes, une vision encore classique du couple, un homme, une femme, et voire même, ça va encore très loin, puisque la femme doit être vierge. C'est vraiment, ça rigole pas. Il y a quand même des valeurs classiques qui animent les structures de ces sociétés marocaines, égyptiennes, etc. Un homme, un homme, plusieurs femmes, c'est pas classique, ça, pour nous. Il y a quand même, vous avez aussi différentes branches de la polygamie dans certains pays. La polygamie qui est interdite au Maroc. Vous avez tous les cas de figure. Mais vous avez quand même des respects de certaines valeurs classiques. Loin de moi, je ne veux pas défendre ça, mais je reconnais un fait. Comme un truc tout bête, l'usure. L'usure dans un pays musulman, c'est impossible. Je reconnais que l'Église catholique disait la même chose. L'Église catholique a toujours condamné l'usure. Et l'usure a toujours été prônée par qui? Par 2 branches, le protestantisme et le judaïsme. Vous pensez bien que la mentalité musulmane, entre autres, avec le refus de l'usure, ça ne colle pas à l'esprit mondialiste mercantile. C'est évident, là. Donc il faut détruire cette manière de penser pour rendre, entre guillemets, cet islam, j'allais dire, moderne à leur sauce à eux. Un Vatican II pour les C'est musulmans. ce que j'appelle un Vatican II musulman, parce que les Bertelsmann le dit dans leurs travaux, il faut modifier l'islam pour le rendre moderne. Je résume sans trahir leur pensée. Et en fait, la formation, en gros, ce sont les militaires américains qui ont lâché le morceau. Et j'en parle avec les cartes qui vont, donc la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, où vous avez une revue militaire américaine qui s'appelle AFG, qui a sorti donc cette revue en juin 2006, qui présente 2 cartes. Une carte représentant le Proche-Orient frontière actuelle, et puis une deuxième carte aux frontières modifiées en fonction de critères ethniques et religieux. Alors vous avez l'Arabie Saoudite qui éclate, l'Irak qui éclate, la Turquie, etc., avec un Kurdistan irakien, turc, syrien et iranien unifié. Le Kurdistan, c'est là où se trouve l'eau et le pétrole. Avec ça, bon. Et l'article, il y a un article qui accompagne ces 2 cartes. Déjà le titre, Frontières de sang, c'est déjà révélateur. Et il lâche le morceau, ce militaire américain, il s'appelle Ralph Peters. Ralph Peters qui évidemment ne fait que reprendre des travaux d'une longue tradition, et entre autres la tradition de cet islamologue juif anglais naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis, qui est très âgé là dans les 90 balais, qui est le conseiller de Brzezinski lui-même, conseiller du président Obama, Membre qui de la trilatérale. oui, alors, ils sont membres de tout, sauf des bonnes choses. Multicarte. Voilà, et Boyman Grove et compagnie, enfin bref. Et comment il s'appelle, Bernard Lewis, qui déjà dans les années 70, avec son copain Brzezinski, avait concocté des modifications de frontières au Proche-Orient et puis tout l'Est de l'Afrique. Et ces modifications ont été même présentées dans la revue Time. Et si vous tapez
Time, Bernard Lewis, 1979, je crois pas me tromper d'année. En tapant image, vous aurez la photo de la couverture de Time avec ces blocs, ce bloc, je veux dire, proche-oriental, et en arrière-fond, l'ours soviétique. Donc vous voyez, ce sont des choses anciennes. Et Ralph Peters ne fait que reprendre cette tradition. Je rappelle que l'expression choc des civilisations, qui est toujours attribué à Sam Huntington, n'est pas de Sam Huntington. Il n'a fait que reprendre l'expression. C'est Bernard Lewis qui, en 1957, avait utilisé la première fois cette expression choc des civilisations. Et ce Ralph Peters, qui n'a, je veux dire, le fils spirituel de tous ces gens-là, dans cette carte avec les remaniements territoriaux, avec une Arabie Saoudite qui éclate, accompagné donc de cet article, dit bien qu'il faut mettre en place un État sacré de l'islam regroupant la Mecque et Médine, et il ajoute texto, d'ailleurs je le texte devant moi, je cite Ralph Peters, donc il parle de la famille régnante des Saouds en Arabie Saoudite, qui dit une famille de bigots. Alors je cite Ralph Peters. La cause principale de la large stagnation du monde musulman réside dans le traitement réservé à la Mecque et à Médine, considérés comme leur fief par la famille royale saoudienne. Les lieux saints de l'islam, soumis au contrôle de la police d'État de la part d'un des plus bigots et oppressifs régimes au monde, ont permis aux Saouds, la famille régnante donc d'Arabie Saoudite, de projeter leurs croyances wahhabites à la fois intolérantes et disciplinées au-delà de leurs frontières. Écoutez ce qu'il dit, toujours Ralph Peters, imaginez comme le monde musulman se sentirait mieux si la Mecque et Médine étaient dirigées par un conseil représentatif tournant, issu des principales écoles et mouvements de l'islam, dans le monde au sein d'un État sacré islamique, une sorte de super Vatican musulman, où l'avenir de la foi serait débattu au lieu d'être arbitrairement fixé. Et là c'est moi qui parle. Je commande les propos de Ralph Peters et j'écris « Ce point est capital puisqu'il révèle la volonté de réformer l'islam afin de l'adapter aux principes occidentaux, une sorte d'islam des Lumières, élaboré au cœur de cet État sacré islamique, permettrait de rayonner sur l'ensemble du monde musulman et de remodeler les esprits afin qu'ils épousent pleinement la philosophie mondialiste. D'une certaine manière, cette refonte des esprits se ferait dans le cadre d'un Vatican II musulman. » Et ben, c'est ce qui se passe actuellement avec ce qui en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Et alors, mais qui le dénonce aujourd'hui politiquement là, parce qu'on va essayer de revenir un peu à la situation politique, on va dire française. Y a-t-il un homme politique qui se dresse? Non. Alors, et surtout pour comprendre ces événements, je peux vous raconter une anecdote. Remarquez, parce qu'on a beaucoup de femmes en ce moment, plus que des hommes d'ailleurs. C'est interchangeable tout ça, on comprend après. D'accord. En fait, je vais raconter une anecdote qui est archi-officielle. Elle a été racontée à Radio Courtoisie lorsque l'une des rares fois maintenant où je fais une émission de Radio Courtoisie, c'est le député Jacques Millard qui a raconté l'anecdote. Donc c'est vraiment officiel. Et le 22 décembre 2010, et je répète la date, 22 décembre 2010, vous avez eu un séminaire à l'Assemblée nationale avec tous ce qu'on appelle les experts des relations internationales de l'IFRI. L'IRI, c'est ceux qui ont des tronches de premier de la classe, mais qui fondamentalement n'apportent rien. Jacques Millard racontait, ils ont parlé de tout. La Russie, Chavez, la dissémination nucléaire, etc. De tout sauf de tous les événements qui allaient éclater dans les quasiment jours, semaines, en Tunisie, etc., ailleurs, en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Pas un n'a évoqué, n'a senti. Et donc la vague de fond. Et en fait, quand je lui ai parlé, j'ai dit que c'était normal, que premièrement, ils n'apportaient jamais rien, ces gens-là, qu'on s'emmerdait royalement, mais que deuxièmement, je sais pourquoi ils n'ont pas apporté ces choses-là, parce que ces gens-là ont une vision matérialiste des choses. Tout se règle chez eux en fonction du PIB, du taux de démographie, etc. Qu'il faut voir, on ne peut pas négliger ça. Mais ils n'ont pas compris, et d'ailleurs mes interlocuteurs lors de cette émission, Jacques Millard et Henri Foucault, n'ont pas compris, quand j'aurais dit qu'en fait, on mettait en place un Vatican II musulman, enfin une tentative pour réformer l'esprit musulman qui ensuite allait se répercuter sur le domaine politique. Et bien écoutez, chers auditeurs, il est l'heure de conclure. En tous les cas, Pierre Hilard, c'était passionnant. Je vous remercie vraiment. Merci de m'avoir invité. Et je demande aux auditeurs, l'ennemi a le très gros moyen, mais il perdra. Nous serons vainqueurs. Mais il faut s'instruire, car il faut connaître l'ennemi, ses origines, ses buts. Et quand on connaît l'ennemi, on peut lui tendre le coup plus facilement.